Europe 1. Le journal de 8h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Contrairement aux craintes des autorités, ce fut l'une des nuits les plus calmes de ces derniers jours au Royaume-Uni. Calme, mais pas sans mobilisation pour autant. Les antiracistes sont descendus dans la rue à Londres, Bristol, Newcastle et Birmingham. Là où vous vous trouvez, Geoffrey Branger, bonjour. Bonjour Charles, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Angleterre, comment s'est déroulée la nuit, Geoffrey ? Eh bien dans le calme, mais c'est presque surprenant. Depuis 24 heures, les médias britanniques, comme les autorités, annonçaient qu'il allait y avoir des manifestations anti-immigration partout dans le pays et très dures, y compris à Birmingham. C'est d'ailleurs cette peur de voir une nouvelle fois la ville basculer dans la violence et l'extrême droite qui a motivé la foule à se réunir hier devant un centre d'accueil pour migrants tout proche du centre-ville. Associations antiracistes et manifestants étaient au rendez-vous. Comme Chris, il est particulièrement fier de ce mouvement. Il y a des gens qui se rassemblent partout sur cette place et montre que c'est une ville unie. C'est très inspirant et ça va entraîner de nouveaux mouvements partout dans le pays. Ça va être une longue période de fracture politique, mais si vous regardez ce qu'il se passe aujourd'hui, ça va dans le bon sens. Il y avait peut-être 500 personnes dans cette manifestation de tous les âges, de toutes les origines. Certains portaient des pancartes où l'on pouvait lire « Refugees welcome »,« Bienvenue aux réfugiés » ou encore « No to racism, bigots out of Burn »,« Non au racisme, les fanatiques hors de Birmingham ». Si en apparence tous semblaient sereins et combatifs, il me confie être en réalité très inquiet pour les jours à venir, craignant que les manifestations anti-immigration soient de plus en plus violentes. En tout cas, ils espèrent avec cette mobilisation d'hier avoir montré suffisamment de détermination pour que l'extrême droite se fasse plus discrète et n'ait pas envie de battre à nouveau le pavé à Birmingham dans les prochains jours. Merci Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni. Un projet d'attentat islamiste, semble-t-il, était déjoué en Autriche lors de la tournée de Taylor Swift. Hier soir, la police a annoncé l'arrestation d'un homme de 19 ans. Il nourrissait en effet des projets d'attentats en lien avec les concerts de la chanteuse. L'un de ses complices a lui aussi été appréhendé. 3 concerts initialement prévus cette semaine à Vienne devant 65 000 personnes. Ces événements ont été annulés pour des raisons de sécurité. Les spectateurs seront remboursés. Retour en France et à Grenoble plus précisément. Après la fusillade de dimanche, les autorités montrent les muscles. Fusillade qui, pour rappel, a éclaté dans le quartier populaire de Tesser. Un homme au guidon de sa trottinette a ouvert le feu. Le bilan, un mort et 2 blessés. Ce mis en cause est toujours recherché aujourd'hui. Hier, le procureur et le préfet de l'Isère se sont rendus sur place. Objectif, afficher leur présence et rassurer les riverains encore sous le choc, bien sûr. Le reportage de Noémie Loisel. Depuis leur balcon, les habitants observent dans leur rue la lignée de camions de CRS. Une présence policière qui rassure un peu les riverains, mais beaucoup sont encore très inquiets comme ces 2 hommes qui préfèrent rester anonymes par peur de représailles. Ça rassure un petit peu, mais bon, je me suis garé, 3 minutes après j'arrive chez moi, je vais à la fenêtre, je vois ça tire à tout va là, donc ça me fait peur parce que j'ai des enfants. J'aurais pu passer à ce moment-là, je sais jamais, une balle perdue c'est vite fait, maintenant ils tirent dans le tas. Mais pour ces habitants, cette présence sur le terrain reste insuffisante. Ils souhaitent que ces patrouilles soient régulières. On les voit jamais, ils vont rester 1 heure, 2 heures, après ils vont partir. Le quartier, restauration de quartier avec des problèmes de délinquance, de drogue. On vit avec, je dis. Pas près de changer. Des fusillades, souvent sous fond de trafic de stupéfiants pris au sérieux par les autorités. Un combat sans relâche, insiste Éric Vaillant, le procureur de Grenoble. Il faut agir tous azimuts. Le vendeur du jour, les enquêtes au long cours, les opérations de coups de poing, les opérations de place nette, on en refera et il faut continuer. On lâche pas. Mardi, c'est dans la banlieue grenobloise, dans l'immeuble Carrare à Échirolles, qu'une autre fusillade a éclaté, blessant une personne. La deuxième en l'espace d'une semaine devant cet endroit connu pour être un point de deal. Grenoble, Noémie Loisel, Europe 1. 8h05 sur Europe 1. Encore des températures étouffantes à prévoir aujourd'hui sur le sud du pays. Oui, notamment dans les Pyrénées-Orientales. 37 degrés. 37 degrés attendus par exemple ce jeudi à Perpignan. À cette canicule là-bas s'ajoutent aussi les restrictions d'eau dans ce département le plus sec de France. Des restrictions qui pèsent bien sûr sur le quotidien des habitants. Dans la vallée de la Glie, le reportage d'Alexis Bourdon, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. On se demande si est-ce qu'un jour on retrouvera de l'eau comme on avait avant. L'inquiétude se lit sur le visage de Carole derrière le comptoir de sa brasserie située dans la vallée de la Glie au cœur des Pyrénées-Orientales. La commerçante a dû prendre de nouvelles habitudes pour tenter d'économiser l'eau. Contrairement à avant, c'est vrai qu'on est toujours là à penser à ça, je peux pas le faire. Pour la vaisselle, on va privilégier une vaisselle à la main. Les verres d'eau qu'on nous demande avec les cafés, on les remplira beaucoup moins. La cuisine, pareil, ils essayent de faire en sorte d'utiliser un minimum d'eau. Depuis plusieurs années, c'est la même rengaine. L'eau manque. Le
fleuve côtier de l'Agly qui traverse plusieurs villages est quasiment à sec. Conséquence, certaines communes doivent composer avec de nombreuses restrictions sur l'usage de l'eau. C'est le cas à la Tour de France, nous détaille Didier Fabresse, premier adjoint à la mairie. On est limité dans l'arrosage des jardins potagers, par exemple. On n'a pas le droit de remplir les piscines, d'arroser les pelouses. Il faut qu'on reste très attentif dans la consommation qu'on a, quoi. Épreuve des difficultés qui persistent dans les Pyrénées-Orientales. Certains villages continuent de s'approvisionner en eau potable. Dans la vallée de l'Agly, Alexis Bourdon, Europe 1. Et outre le sud, la moitié nord du pays sera aussi frappée par la chaleur dès ce week-end. Paris, Brest, Strasbourg, Lille, Amiens, des villes où les températures dépasseront largement les 30 degrés. Le pic est attendu pour lundi. La France, toujours 4e au classement des médailles des Jeux Olympiques. Oui, alors journée mi-figue, mi-raisin hier. La France croyait bien tenir sa 14e médaille d'or, mais la très dure loi du ring en a décidé autrement. Sofiane Oumia s'est inclinée en finale face à son adversaire cubain à 29 ans. Le Toulousain n'a pas réussi son pari, Antoine Bienvaux. Oui, après une médaille d'argent à Rio en 2016 et une élimination au premier tour à Tokyo il y a 3 ans, la marche était encore une fois trop haute pour Sofiane Oumia. Dans un court central de Roland-Garros survolté, le Français perd d'abord le premier round, puis se relance dans la foulée en remportant le deuxième. Mais après un troisième et dernier round électrique et très serré, c'est finalement le Cubain qui s'impose par décision des juges. Une défaite cruelle pour Sofiane Oumia au micro de France Télévisions à la fin du combat. Je voulais terminer en beauté, ça s'est pas passé comme je le voulais. J'ai voulu tout donner, mais je peux pas être content d'une médaille d'argent parce que c'est pas ce que je suis venu chercher. Déçu, le Français ramène tout de même une nouvelle médaille à la France, tout comme son compatriote boxeur Djamili Dinia Boudou, vainqueur du bronze un petit peu plus tôt dans la soirée. Le Français a perdu sa demi-finale, mais en boxe, c'est la règle. Les deux perdants des deux demi-finales décrochent automatiquement la médaille de bronze. Journée de médaille donc pour la boxe, mais aussi pour le taekwondo. Le Français Cyrian Ravet, 21 ans, a lui aussi ramené le bronze au camp français après le forfait de son adversaire italien, blessé à l'adducteur pour la petite finale. Merci Antoine Bienvaux. Alors le programme aujourd'hui côté français, la demi-finale par équipe en tennis de table. Dès ce matin face à l'ogre chinois, les frères Lebrun seront de la partie. Demi-finale également pour nos handballeuses. Ce sera contre la Suède cet après-midi. Demi-finale aussi en basket chez les hommes, France-Allemagne. Et puis en fin de journée, la finale du 400 mètres F féminin avec Louise Maraval. Et puis en boxe finale des moins de 51 kilos avec le Français Bilal Benama. Et puis là, l'épreuve de natation en eau libre, 10 km a débuté depuis tout à l'heure 7h30 dans la Seine. C'est des images très, très impressionnantes. Après les supporters américains, hier partons à la rencontre des Ukrainiens. On poursuit notre petite série sur Europe. Oui, alors effectivement, les JO se poursuivent du côté de la Villette, où on suit assidûment ce qu'il se passe partout en France. La Villette, dans le 19e arrondissement à Paris. Dans ce quartier, le Club France, mais pas seulement sur place. 11 pays ont installé leur maison d'hospitalité. Brésil, Mexique, Serbie, également un symbole fort, l'Ukraine. Le reportage d'Alexis de la Fléchère. Une tribune de sport ravagée par les obus russes et l'image d'un athlète ukrainien qui s'entraîne dans une zone sinistrée. C'est dans ce décor que le public est accueilli, mais quelques mètres plus loin trône le grand écran pour suivre la compétition. Et à chaque médaille gagnée, Irina, ukrainienne, ne peut cacher son émotion. Quand on voit la médaille d'or et quand on voit que le drapeau monte et notre hymne, c'est émotion vraiment pour nous. On a fait vidéoconférence avec l'Ukraine, comme ça, mon frère et sa famille, ils pouvaient voir parce que, vous savez, c'est une fois, il y a cette occasion. Une occasion de donner du courage à ceux qui sont restés. C'est plus que des médailles, explique Seribikov, qui travaille au ministère des Sports d'Ukraine. Il y a 2 ans, lorsque l'invasion a commencé, peu de gens croyaient que l'Ukraine allait continuer à tenir debout. Et pour nous, c'est beaucoup plus que juste des petites médailles ou des petits accomplissements. C'est quelque chose que personne ne peut nous ôter. Fierté, émotion, mais aussi colère et chagrin rythment ici le parcours des Ukrainiens venus supporter leurs athlètes. Alexis de la Fléchère. Dans le journal de Charles Huillier. Merci Charles, à tout à l'heure.